Il a cofondé il y a 6 ans la marque de bonbons YOLO. Il bouscule des géants comme Haribo, Lutti avec des friandises véganes, sans sucre, sans gluten et sans gélatine. Bonjour Fred Neymarck. Bonjour Frédéric, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors on va bien sûr parler de votre marque de bonbons, mais avant cela, parlons de vous. Est-ce que vous avez un parcours aussi atypique que votre offre de produits ? Alors, j'ai un parcours, d'abord, je suis français, installé en Belgique depuis 27 ans, 28 ans maintenant. Donc, je suis devenu belge d'adoption. Et en Belgique, j'ai un parcours, alors pas si atypique que ça, centré sur la confiserie et plus spécifiquement les bonbons d'impulsion. Donc qui se retrouvent à proximité des caisses. Et donc avec mes associés, après avoir vendu pendant 15 ans, une quinzaine d'années, les marques de tous les grands groupes internationaux, en 2018, on s'est posé la question, et pourquoi pas nous, fort d'un constat qu'on a fait, et de la connaissance qu'on avait du marché, du réseau de distribution qu'on avait, pour pouvoir lancer notre propre marque et essayer en comprenant ce qui manquait sur le marché. Voilà, vous avez voulu être disruptif. Vous auriez pu aussi lancer une offre de bonbons classiques. Vous connaissiez bien les rouages de la grande distribution et de ces fameux produits d'impulsion, on y reviendra. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie concrète de dire on va faire vegan, sans sucre, sans gluten, sans gélatine ? C'est quand même pas mal de contraintes. Alors on a d'abord commencé avec le sans sucre qui est venu par la suite. On a commencé avec les 3 premières allégations, vegan, sans gluten, sans gélatine. On sentait surtout sur le vegan qu'il y avait une tendance. Alors on a été précurseur parce que c'est vrai que à l'époque personne ne se souciait de ça. Aujourd'hui encore, il y a les grandes industries ne tiennent pas compte. Ils se reposent plutôt sur leurs acquis et leur très grande part de marché. En se disant, voilà, ça fonctionne bien comme ça. Et nous, forcément, on a besoin de faire notre place, d'être différenciant. Et donc, on s'est différencié par ça. Et on sentait que ça manquait de pouvoir tenir compte de toutes les sensibilités, à la fois gustatives, mais alimentaires aussi des consommateurs, qui d'abord font de plus en plus attention à ce qu'ils mettent en bouche, aux ingrédients, pour eux, pour leurs enfants. Un mot sur le nom YOLO, ça a quelle connotation ? Alors, on avait d'abord un premier challenge qui était pour une marque belge et dans un pays que vous connaissez bien, c'était de pouvoir trouver un nom qui s'écrive, qui se prononce facilement du nord au sud du pays. Ouais. Donc voilà, un nom anglophone déjà été une évidence. Et puis très rapidement, on a eu une volonté de pouvoir créer une marque pour aller plus loin que la Belgique, internationale, et YOLO est l'acronyme de You Only Live Once, donc c'est une phrase positive, on ne vit qu'une fois. D'accord. Et donc voilà, on a juste dû l'orthographier un petit peu différemment parce que le YOLO, Y-O-L-O, était déjà... Existe. Donc là, il y a 2 L et un H, qui donnent une connotation un peu exotique, je trouve. Non ? Ok, si vous le dites. Ok. Est-ce que c'est un... Alors voilà, ça c'était votre postulat de départ, il y a l'idée et puis il y a la concrétisation. Est-ce que c'est facile d'imposer une nouvelle marque de confiserie dans un marché qui est quand même bétonné avec de très gros acteurs, je l'ai dit, Haribo, Lutti, Luco. Comment on fait pour s'imposer ? Alors, d'abord, il faut connaître le marché, aller à la rencontre des magasins, des chefs de rayon, des acheteurs, mais également être très à l'écoute des consommateurs. Donc la base de tout, c'est la connaissance du terrain, et c'est cette somme de connaissances qui a fait qu'on a pu voir ce qu'il fallait faire. Et ensuite, non, c'est pas facile parce que les mastodontes sont là et très bien implantés. La réflexion de départ de tous les acheteurs, c'est on vous connaît pas. Ouais. Donc comment on se fait connaître ? Alors on se fait connaître en faisant des dégustations dans les magasins. On a la chance d'avoir au-delà de fait dessiner en plus du nom cette mascotte qui commence à être très populaire. On a la mascotte
mascotte en physique qu'on fait venir en magasin. D'accord. Et donc on fait des dégustations en magasin, mais bon, on a travaillé énormément aussi parce que c'est très important, sur le packaging. Voilà. Oui, il n'y a pas que le produit, il n'y a pas que le fond, il y a aussi la forme, hein, vous l'avez dit, une mascotte, un emballage, une couleur. Cette mascotte que vous avez évoquée, c'est vrai qu'elle est inspirée de l'univers des jeux vidéo ? Oui, absolument. C'est un designer d'un jeu qui, les jeunes d'aujourd'hui ne le connaissent pas, mais ceux d'avant le connaissent, qui s'appelle Clash of Clans. Et c'est un de ces designers qui a dessiné cette mascotte. Une mascotte carrée, 2 yeux. Voilà. Moi, ça m'a fait un peu penser à Bob l'éponge, un petit peu. Hein. Un peu. Mais c'est vrai que le premier challenge, c'était le client ne nous connaît pas. Okay. Il faut qu'il ait envie d'attraper ce paquet de bonbons. Donc il fallait trouver un packaging attractif, le plus attractif possible. Et on a fait un choix qui était un choix très audacieux. Traditionnellement, la confiserie utilise les codes couleurs, des couleurs chaudes, rouge, jaune, orange. Et nous, on a décidé de casser ces codes couleurs en venant avec ce bleu un peu improbable, pour de la confiserie en tout cas. Et il se trouve que ça ressort terriblement. Donc voilà, on a fait le choix de faire ce paquet avec cette cartonnette et ce plastique transparent, en tout cas cette transparence, pour pouvoir montrer au consommateur le plus possible le produit qu'il achète. D'accord. Parce que le deuxième postulat, après le packaging et avant les allégations, ça a été la qualité. Puisque, fort de la connaissance du marché, on sait que c'est la qualité qui fait la récurrence. Et l'idée, c'était pas de faire un bonbon qui soit vegan pour être vegan ou sans sucre pour être sans sucre, mais d'abord un bonbon qui soit un plaisir, voilà, et qui soit un plaisir et un souvenir un souvenir d'enfance, voilà, puisque on vend, moi j'ai toujours plaisir à dire qu'on vend pas du bonbon, mais on vend des émotions, parce que c'est le rappel de ce qu'on a aimé, et on remarque dans la clientèle, donc les jeunes parents, les jeunes adultes sont nos meilleurs ambassadeurs, et ils essaient même de transmettre à leurs enfants, donc on est dans de la transmission aussi, les goûts qu'ils ont aimés eux-mêmes dans leur enfance. Donc la qualité, le packaging, la qualité du produit, et ensuite les allégations qu'on a travaillées avec les usines avec lesquelles... Et alors une autre trouvaille marketing, généralement dans les grandes surfaces, les bonbons sont dans des rayons, on va dire, horizontaux. Vous avez trouvé ce principe, on appelle ça, vous allez m'expliquer, de cravate. Ça veut dire que vos bonbons, on les trouve sur un rayon, c'est-à-dire en longueur, où il y a toute une série de paquets. Donc visuellement, c'est très fort. Ça a été facile d'imposer ça dans la grande distrib ? Alors, on n'a pas commencé avec ça, on a commencé avec des présentoirs. L'idée, c'était de pouvoir dire, justement parce qu'on n'était pas connus, de dire aux acheteurs, ne changez rien à vos rayons. Voilà. Et nous, on a fait un format qui est un format d'impulsion. Donc notre place privilégiée, de par le format, c'est d'être à proximité des caisses, ce qu'on appelle donc en check-out ou en devant de caisse pour les Français. Oui. Donc on a fait des présentoirs dans ce même code couleur bleu qui ont très bien fonctionné pour un premier placement avec l'effet de gamme. Et ensuite, on a eu l'idée de mettre ces bonbons sur des cravates, effectivement, accrochées par 15 sachets, parce que ça prend pas de place, parce qu'elles sont prémontées, elles arrivent pour les magasins dans un concept ready to sell en anglais, prêt à vendre en français, et donc le sachet, on a juste à tirer sur le bout de la cravate et on peut l'accrocher n'importe où, proche des caisses, mais également dans ce qui fonctionne très très bien pour un second placement, dans ce qu'on appelle le cross-selling ou le cross-merchandising, c'est-à-dire que ça peut aller dans les rayons chocolat, biscuits, jouets, un peu partout, et donc ça vient potentialiser et augmenter les ventes, les tentations bien évidemment pour le consommateur, mais les ventes pour le magasin. Alors vous avez lancé il y a 6 ans, il y a quelques mois vous avez une belle accélération avec Carrefour qui vous a pris en magasin, vous êtes aussi chez
Deleuze, avec ses fameuses cravates. Carrefour en France, parce qu'on Pas encore en Belgique. Non, en Carrefour Belgique, on travaille depuis le... Mais l'accélération, c'est avec Carrefour France qui vous donne évidemment sur le territoire. Alors, la France en général, Carrefour en particulier, on a signé avec Carrefour et on démarre maintenant donc, en magasin. Les premières références sont en magasin Carrefour France avec Halloween qui sera un bon vecteur. Ouais. Justement, 6 ans après, le bilan, c'est quoi? Vous êtes dans combien de points de vente? Est-ce que vous êtes satisfait du défi que vous vous étiez imposé? Alors, on n'est jamais complètement satisfait, on en veut toujours plus. Oui. On pense qu'on a fait déjà un chouette parcours. L'idée pour nous, c'était surtout de pouvoir nous prouver et prouver à d'autres qu'il y avait une traction des acheteurs et du consommateur par rapport à la marque YOLO, à la fois la qualité des bonbons, mais à la fois aussi ces fameuses allégations. Et donc, on a testé le marché, d'abord de proximité, donc Belgique, Luxembourg. On est dans un peu plus de 1000 points de vente. Toujours très difficile à savoir parce qu'il y en a certains qui sont traités par des hyper-grossistes. Donc, on ne connaît pas forcément le nombre de magasins. Exact. Et puis, on a fait des tests à la fois dans des marchés géographiquement très différents pour voir si YOLO fonctionnait. Donc, on est allé dans le nord de l'Europe. On a démarré avec des collaborations avec des distributeurs, Danemark, Norvège, dans le sud de l'Europe, en Italie. Et ça fonctionne bien. Dans les Balkans, on est en Ukraine, pas en Ukraine, pardon, en Géorgie, excusez-moi. Dans combien de pays au total alors vous êtes? Et aussi dans 6 pays du Golfe, dans le Middle East. Donc on est aujourd'hui présent dans le cadre de ce que nous on appelle des tests, des pilotes, dans plus ou moins 15 pays. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a couplé ça avec des tests dans des canaux de distribution très différents. Donc dans le retail alimentaire, le food retail, mais aussi dans du retail qui est non alimentaire. Par exemple en Belgique, on est chez Di. Voilà. En Italie, vous êtes chez en Italie, on est chez un retailer qui s'appelle OVS, qui est le Zara italien. Donc, magasin de vêtements. Magasin de vêtements et d'accessoires de mode. Et on est aux caisses. En Géorgie, on est dans une chaîne de parapharmacie. Et à Dubaï, on rentre maintenant dans les parcs d'attractions de Dubaï. Bravo, donc, c'est quand même un beau développement. Mais c'est quoi les prochaines étapes, justement? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous visez combien de pays? Quelles ambitions? Alors, on sait qu'on ne va pas pouvoir avoir 50, 80, 100 pays à nous tout seuls. C'est pas faisable. Il faut qu'on puisse s'accoler, on va dire, à un géant de la distribution agroalimentaire. Et donc, on pense que ça, c'est une des étapes prochaines. Vous pourriez faire un appel du pied, je ne sais pas moi, à Mondelez ou à un autre... Alors, si vous nous écoutez. Alors, bon, il y a quelques géants, mais c'est vrai que d'avoir immédiatement, et on ne parle pas encore de prise de participation ou de rachat, mais une ouverture sur un réseau de distribution mondial, c'est pas à l'échelle d'une start-up comme la nôtre qu'on peut faire ça. Là, on a réussi, à faire à notre niveau ce que j'ai dit, des tests. Maintenant, tout ça, on a prouvé que ça fonctionnait. On a besoin de le confirmer maintenant par du mass market qui ne peut se faire que s'il y a des réseaux de distribution localement qu'on ne peut pas nous-mêmes se payer. Voilà, ça c'est une des étapes. Une autre pourrait être un passage par la production. On se pose la question. Parce que pour le moment, vous sous-traitez la production, vous gérez les emballages. Alors, on a la chance, oui, d'avoir en Belgique des fantastiques usines qui sont des très très bons faiseurs. Et donc, on est allé les voir et on a travaillé ensemble les recettes pour pouvoir avoir... Mais quel serait l'intérêt d'avoir votre propre production? D'augmenter les marges? Oui, ça peut être d'augmenter les marges, oui, absolument. Ça serait un bon objectif. Mais ça pourrait avoir de l'intérêt pour un groupe international d'avoir en fait l'outil complet, la production, l'emballage, de A à Z.
Et la distribution, la marque et la distribution, sachant que la marque distribution, ça on s'en occupe bien. L'emballage, on a créé avec un atelier protégé, on est assez fiers de ça. Il y a 2 ans maintenant, un outil, et donc on peut le dire avec beaucoup de fierté que 100% des sachets YOLO sont emballés par des personnes en situation de handicap. Et ça participe aussi de l'inclusivité de la marque YOLO. On parle à 100% des consommateurs et on intègre aussi 100% des personnes pour pouvoir nous aider dans le développement de la marque. Voilà, on est déjà arrivé à la fin de cette interview. Une dernière question rapidement par rapport à votre rêve d'entrepreneur, de dire je vais lancer avec des associés ma marque. Quelle est la leçon que vous tirez de cette aventure entrepreneuriale ? C'est difficile comme question. Hein. Alors la question est difficile et l'aventure, elle est belle et elle-même, elle est difficile parce qu'effectivement, on vient titiller des géants. Il faut se faire une place et dès qu'on commence un peu à les ébranler sur certaines certitudes ou à prendre un peu de place, bah, tout de suite, ils ont les moyens, ces grands, de pouvoir faire ce qu'il faut. Ils ont pour essayer de nous empêcher dans notre aventure. Mais globalement, c'est très, très, très enrichissant. Ouais. C'est très excitant et je souhaite à beaucoup de monde de pouvoir vivre une entreprise, une aventure entrepreneuriale comme la nôtre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Fred Neymarck, d'être venu nous raconter cette aventure entrepreneuriale. YOLO, c'est dans la boîte.